bienvenue à bord du dernier épisode de la saison 1 de votre série préférée, le projet 2. Je suis un petit peu ému, je vous l'avoue. On vous a préparé quelque chose d'assez simple finalement pour le dernier épisode. On n'a pas fait trop, je vais rejoindre Géraud, qui est un de mes amis depuis 20 ans. J'ai commencé tous mes premiers projets avec lui. J'espère en faire encore beaucoup d'autres après. On va aller dans un parc, on va se faire une petite interview au calme, histoire d'échanger quelques derniers mots, de revenir un peu sur ces 13 épisodes qui ont été diffusés sur Internet. J'en profite pour te remercier directement toi, Joël, derrière ma caméra, qui filme cette dernière intro légendaire de cette série qu'on aime tant. On va vous faire passer un bon épisode. C'est parti. Mais Guillaume, merci de m'avoir invité très généreusement sur ta chaîne YouTube. Avec plaisir. Quand tu m'as appelé l'autre jour, ça m'a fait très plaisir. En sachant que je pense que tu m'as appelé parce que souvent quand tu balances des vidéos, je suis un des premiers à réagir, à t'envoyer des messages, te dire un peu ce que je ressens par rapport à la vidéo. Donc la première question que moi je voulais te poser, et que je pense qu'il peut intéresser l'audience, c'est qu'est-ce qui t'est passé un petit peu par la tête quand tu as eu cette idée de lancer cette chaîne YouTube? Alors nous, je pense que la plupart des gens qui te suivent étaient restés sur le personnage de Centre-Ville, de FA4, donc le personnage de rappeur, un peu, rappeur au sens large du terme. Ouais. Moi, en tout cas, ce que j'ai senti dans cette démarche-là, c'est que tu étais parti pour faire un petit peu, c'était une démarche assez personnelle, d'après ce que je peux voir, et c'était un petit peu comme un journal intime à ciel ouvert. Est-ce que tu penses que ça décrit bien ce que tu fais avec cette chaîne YouTube? Exactement, en fait ça me permet de le faire comme je pouvais pas le faire en tant que rappeur, parce que tu te rappelles les débuts que j'ai eu en tant que rappeur, c'était très trap, très rue. C'est vrai. Et c'est un créneau dans lequel moi-même j'aurais aimé continuer à faire le trappeur comme la plupart des rappeurs le font, mais moi c'était un rap qui était très documenté sur mon vécu, sur mes expériences, sauf que 6 ans après ce vécu-là, au bout d'un moment j'avais plus rien à raconter. Et quand j'essayais de raconter des choses un petit peu plus personnelles, un peu plus journal intime, je trouvais que ça tombait un plat, c'était un peu gênant, un peu impudique. Et j'arrivais plus, j'avais comme une espèce de plafond de verre dans la musique que j'arrivais pas à dépasser. Il fallait que je transite vers un nouveau format qui me permette d'aborder des thèmes plus larges et aussi de transmettre quelque chose de plus positif. Parce qu'au final, encore une fois, dans la musique, c'est la délinquance, la sexualité, la luxure, tout ça, qui est des choses comme avec lesquelles je suis à l'aise, mais au moins avec YouTube, je peux aller vers quelque chose de plus large. Donc la transition, elle s'est fait comme ça. Ok. C'est vrai qu'à un moment donné, dans le rap, ça tournait un petit peu en rond, dans le sens où tu étais un petit peu autour de ton personnage de Picraveur, qui était un personnage que tu avais quitté depuis quand même pas mal d'années. Bah oui. C'était quand tu avais quoi, 23, 24 ans peut-être, même pas? Même pas, non. Même encore avant. J'ai commencé à rapper et à documenter ces choses-là quand j'avais 24 ans. Et moi, c'est des choses que j'ai vécues pendant ma vingtaine, un peu avant et un tout petit peu après, mais le gros, ça se passait pendant la vingtaine. Donc il y avait déjà ce truc-là où je pouvais pas en parler quand je le faisais, parce que c'est logique. Okay. Quand tu fais des activités, on va dire, illégales ou interdites, t'as pas intérêt à les rendre publiques de façon premier degré comme je le faisais dans ma musique. Pour donner un peu de contexte, j'étais vraiment à dire, voilà, j'ai vendu ça dans telle rue, etc. C'est vraiment très précis. C'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire quand je le faisais. Et il fallait que j'ai bien digéré ce vécu. Et voilà, 4 ans après, ça me semblait être le bon timing. C'est vrai que toi, tu associes aussi beaucoup le rap à la street crédibilité. Et je pense que dans ta tête, tu avais peut-être une barrière mentale qui te faisait dire si je fais du rap, je peux pas non plus me dévoiler à 100% parce qu'il faut quand même qu'il y ait ce côté un peu rue, quoi. Bah oui, malheureusement, parce qu'en plus il y a des artistes que j'aime bien qui eux arrivent à avoir cette même authenticité que j'avais moi en parlant de rue, mais en parlant, je pense à un artiste comme Jules qui parle d'aller aux impôts de Saint-Denis, d'aller faire un truc, et je trouve que ça fonctionne, ça rend quelque chose de bien, et c'est quelque chose que moi je suis jamais arrivé à faire, à raconter mon quotidien au jour le jour. Maintenant que mon style de vie il a évolué, que je gagne bien ma vie, que je peux parler des marques de luxe qui me faisaient rêver quand j'avais cet âge-là, j'ai un nouvel essor et je reprends plaisir à aller en studio parce que je rentre sur un nouveau personnage un peu plus autosatisfait, dans la luxure et dans le style de vie un peu parisien. Mais tout le ventre creux qu'il y a eu entre temps, non, je me reconnaissais pas du tout dedans et j'avais pas plaisir à le faire. Ok. J'ai une deuxième question. J'ai l'impression que dans tout ce que tu as fait, dans toutes tes démarches artistiques, que ce soit dans le rap avant ou maintenant sur ta chaîne YouTube, tu as un petit peu cette démarche où t'as pas envie de faire comme tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que t'as pas d'Instagram, t'as pas de carte de visite, t'as des tatouages. J'ai l'impression que ça, c'est vraiment un fil qui t'a suivi un petit peu toute ta vie, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. C'est que vraiment, tu essayes toujours et j'ai l'impression que c'est limite une obsession pour toi, c'est vraiment de ne pas être là où on t'attend. Alors, d'après toi, si tu fais le travail personnel sur toi, ça vient d'où? C'est quoi? C'est ayant grandi, je sais pas, c'est au plus profond de toi-même, ça vient d'où
cet état d'esprit où t'as pas envie de rentrer dans le moule en fait. Ouais. Ça vient de mon éducation, hein. Simplement mes parents ils m'ont très vite fait comprendre qu'en étant moi-même, en fait je voyais que mes parents ça les amusait, mes petites excentricités, ma façon de manger, de décortiquer les trucs, ils voyaient que je faisais pas les mêmes choses que mes frères, et ça les amusait, et je me suis reconnu et je me suis développé dans ce truc-là, à dire ah ouais je peux y aller à fond dans toutes mes envies, et puis il y a l'envie, je sais pas si c'est vraiment l'envie de se démarquer à tout prix, mais c'est d'être dans quelque chose qui me ressemble au final. Ce truc-là par exemple de pas être sur Instagram, c'est pas juste pour faire l'original, c'est que vraiment ça me prend la tête d'être sur Instagram, et au bout d'un moment je me dis j'ai assez de personnalité et le passé m'a prouvé que je pouvais faire les choses à ma sauce et que ça marcherait quand même si tout le monde se dit que Instagram c'est indispensable, tu vois. C'est cette mentalité-là qui me drive à faire un peu les choses comme je le sens, tu vois. Pour conclure sur ça, il y a mon grand frère Arnaud qui a dans sa bio Facebook, LinkedIn, qui a une phrase de Jean Cocteau qui est ce qui te rend différent, justement, cultive-le parce que c'est ce que tu es, tu vois. Ben moi c'est ça, tu vois. Ma différence c'est une manière d'être le plus moi-même possible. Donc Guillaume, on est tous à peu près maintenant au courant que donc, ton métier actuel c'est d'être garçon de café, serveur dans une brasserie. Exactement. La question que je me pose, c'est où est-ce que toi tu te vois dans 10 ans? Est-ce que cette chaîne YouTube elle s'inscrit dans un projet professionnel, que tu aimerais un jour travailler dans la création de contenu, peut-être en vivre, ou est-ce que tu te vois dans la restauration dans 10 ans, quel est un peu ton projet de vie quoi? Ok. Pour prendre les questions dans l'ordre, non, cette chaîne YouTube c'est plus un projet qui est personnel, qui m'aide à mon développement et je pense que c'est même beaucoup plus facile de faire mon métier de garçon de café que tu connais, qui prend énormément de temps, qui peut être très prenant psychologiquement et d'avoir un sas de décompression avec cette chaîne YouTube, d'avoir un truc où on est dans un métier où on reçoit beaucoup d'ordres, on est beaucoup confronté aussi aux impératifs des clients. Là j'ai au moins mon terrain de jeu, ma zone où je peux vraiment me laisser aller et mon projet. Donc c'est plus quelque chose de personnel et j'aimerais que mon évolution professionnelle, si je suis amené à plus être serveur et à passer à autre chose, continuer à faire des vidéos sur YouTube et injecter encore plus de budget, plus de moyens pour faire des vidéos encore plus spectaculaires. Donc dans 10 ans, c'est pas impossible que je sois encore serveur en café, peut-être passer à l'échelon au-dessus, devenir gérant quelque part, c'est pas quelque chose qui est impossible. Ok, donc tu te verrais potentiellement continuer à grinder dans la restauration et faire tes petits projets perso à côté en mode plaisir et plus si affinité. Tout en ayant aussi commencé à avoir l'idée d'avoir des projets, au-delà d'avoir des projets personnels et un travail, parce que j'aime cette idée d'avoir toujours quand même quelque chose de fixe et d'avoir un métier où tout le monde sait à quoi ça sert, c'est-à-dire là en l'occurrence serveur, et aussi à l'interstice avoir des projets vraiment beaucoup plus axés sur le business et pas du tout sur l'art pour me permettre de passer des steps dans mes moyens, dans mon budget, dans mon lifestyle. Ok. C'est pas impossible. Donc ce serait business comme ça. Donc allez, dans 10 ans, là on se donne rendez-vous, on est en 2033. Où est Guillaume? Où est-ce qu'il habite? Quel travail il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il a une femme? Est-ce qu'il a un business? Est-ce qu'il... Voilà, on en est où il y a 1 million d'abonnés sur la chaîne. Vas-y, dis-moi un peu, pas forcément le rêve, mais concrètement, où est-ce que tu te vois dans 10 ans et où est-ce que t'aimerais aller? Où est-ce que t'aimerais être dans 10 ans? Bien sûr. Alors bien sûr, je ne veux pouvoir te parler que du rêve parce que, comme tu sais, mes objectifs sont toujours privés et secrets et ne sont concernés que les personnes qui vont m'aider à les atteindre. Tu seras peut-être amené à les atteindre et je t'en parlerai peut-être un moment. Mais dans l'idée, mon rêve, j'aimerais bien d'ici 10 ans, donc en 2000, on sera comme tu as dit en 2033, j'aimerais bien pouvoir me permettre de travailler par choix et pas par nécessité ou obligation. Donc travail-passion? Non, pas forcément travail passion, mais moi, mon rêve, ça serait d'avoir développé des rentes qui me permettent de travailler par choix. Ok, donc tu auras développé une rente, donc tu auras de l'argent qui rentre et tu pourras avoir des activités qui te font kiffer, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que je suis quand même dans l'idée que même si j'avais des rentes, je pense que je continuerais à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, donc ce qui me rassure sur le lifestyle que j'ai actuellement. Mais si je pouvais upgrade, ouais, c'est ça, c'est pouvoir me permettre d'avoir un appartement plus confortable et de travailler par choix. Je continuerais peut-être même à faire de la restauration, j'en ferais peut-être un petit peu moins, mais par choix. Là, à l'heure qu'il est, c'est quand même une nécessité pour avoir mon autonomie. Donc tu te vois habiter sur Paris ou ailleurs? Moi, dans mon rêve, j'aimerais pas forcément. Moi, j'aimerais pouvoir rent un peu everywhere, tu vois. Si j'ai envie de pouvoir habiter dans. Si j'ai des rentes, j'aimerais pouvoir me permettre d'habiter, de voyager, d'aller habiter un peu en Amérique latine, d'aller un peu au Cameroun. Ok, donc tu serais un peu un citoyen Attali, quoi. Jacques Attali, quoi. Un nomade apatride. Dans cette conception de ce que tu appelles un citoyen, ouais, clairement, de pouvoir me permettre. Mais je pense que ma base, ça restera quand même Paris. La base, ça restera. Ma base, ça restera quand même Paris. C'est une ville que j'aime beaucoup, où j'y ai mes habitudes, où tout est simple. Après, c'est vrai que je commence à me renseigner d'une manière différente de Dubaï. Et il y a l'air d'avoir.
d'avoir quelque chose. Je vois qu'on peut faire du shopping jusqu'à 22h, que c'est safe, que c'est propre, que tout est simple, tu passes des coups de fil, il y a des choses qui arrivent. Donc c'est une ville dont je commence à être curieux, sur laquelle j'avais beaucoup d'idées reçues, mais continuer à habiter dans une ville-monde où tout est simple et de temps en temps pouvoir me permettre d'aller à la campagne, au soleil, à la neige. Mais je pense à ma base, ça sera toujours dans. Je suis centre-ville, je pense que ça sera toujours dans un centre-ville d'une ville. Un centre-ville, ouais, ça c'est sûr et certain. Femme, enfant, loup, célibataire, tu te vois comment là, dans 10 ans, là où tu aimerais être quoi? Idéalement, c'est pas impossible que je sois encore célibataire dans 10 ans, mais à terme, d'ici peut-être plus 10-15 ans, avoir une vie de couple bien engagée, c'est-à-dire avec quelqu'un avec qui j'ai envie d'emménager et de faire des enfants, ça serait cool, ouais. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose que je vise comme un objectif, dans le sens où je suis préparé au fait que ça se trouve, potentiellement, je vais peut-être mourir avant de pouvoir accéder à ça, et c'est pas quelque chose qui m'angoisse. Mais si ça arrive dans ma vie, je l'embrasserai. Ça fait pas partie de tes objectifs, mais s'il y a la bonne personne et que le mood est bon, pourquoi pas? Seulement s'il y a la bonne personne. Ok, très bien. Ok. Mon centre, j'ai observé que désormais tu te présentais comme serveur youtubeur. C'est un petit peu comme ça en société que tu te décris. Ouais. Je me posais une question, est-ce que la légende est vraie? Est-ce que le fait de se présenter en tant que youtubeur, ça aide avec les filles? Je me posais cette question-là car j'ai regardé la vidéo sur les cartes de visite et j'ai vu que les filles réagissaient de manière assez positive. Je sentais même une petite tension. La meuf quand tu lui colles le truc là, puis la dernière là, je sentais que les meufs elles étaient contentes que tu leur poses des questions. Limite elles étaient prêtes à ce que tu leur donnes ton numéro. Dis-nous un petit peu. Qu'est-ce que ça change avec les filles d'être youtubeur et est-ce que tu as pécho ou pris le numéro d'une de ces filles-là et qu'on n'a pas vu dans la vidéo quoi? Ok, je vais répondre à toutes les questions. Dans un premier temps, je ne suis pas forcément un expert de la séduction, même si c'est des choses auxquelles je me suis expérimenté, que j'ai essayé, même avec toi et avec d'autres que tu connais. C'est vrai. Honnêtement, je pense que ce qui fait faire la différence en séduction, c'est la façon dont tu te présentes. Tu peux faire à peu près tout et n'importe quoi dans la vie, c'est la façon dont tu vas le présenter qui va faire la différence, que tu sois serveur, boulanger. Si tu mets les bonnes formes, par exemple, si je disais que j'étais chef de rang au lieu d'être serveur, tu la connais celle-là, je pense que peut-être j'aurais un petit peu plus de succès, ça mettrait quelque chose de différent. Moi, pour répondre à ta question, le fait de me présenter comme youtubeur, surtout vis-à-vis des gens qui ont déjà consulté mon travail, j'aime beaucoup l'aura que ça me donne. Et même si ça ne me rapporte pas encore d'argent et que j'ai pas un buzz énorme, les gens qui ont regardé ça, ça me donne l'image de quelqu'un qui va au bout de ses envies et qui fait les choses par passion et pas forcément par argent. Et j'aime beaucoup la crédibilité artistique et personnelle que ça me donne. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et que j'ai découvert après coup, après l'avoir fait. Et ensuite, par rapport aux filles de la vidéo, non, je n'en ai revu aucune. Et j'ai été blâmé par Johan parce que la dernière fille, effectivement... C'est ce que tout le monde se disait quoi. Mais ouais, mais je suis un golemon. T'étais un golemon là. Ouais, j'étais un golemon. T'étais un golemon. Si tu regardes les vidéos et que tu as envie de commenter, j'attends toujours ton Et même commentaire. celle d'avant, bon elle était avec un mec donc c'était un peu chelou, mais quand tu lui mets le truc sur le coup là, on sent que... On sent qu'elle est flattée, manifestez-vous, il y a un mail en description s'il y a des faits. Voilà, le célibat est un problème pour moi, si vous voulez m'aider à le résoudre, venez. Il y a quand même des critères assez sélectifs pour pouvoir s'approcher au plus près de moi, mais tentez votre chance, on ne sait jamais. Mais oui, c'est vrai qu'à la fin du tournage, j'étais tellement dans le tournage que je l'ai checké en mode ouais, nanani, j'ai ni pris le Instagram, ni pris le numéro. T'as pas été vif là. Et Johan, il m'a regardé, mais gars, en plus, lui, après coup, j'ai vu tous les moves qu'il faisait et tout, se mettre sur le côté pour parler. Après, sinon, c'est criant sur la vidéo. Après, sur la vidéo de la meuf à qui j'ai mis l'autocollant, pour le coup, c'est vraiment en regardant les vidéos que j'ai dit, mais ouais, mais c'est obvious, tu vois. Et je pense que je suis jamais autant séduisant que justement que quand je n'essaye pas de séduire, et pour le coup, c'était vraiment, honnêtement, j'étais pas du tout dans une démarche de séduction. Moi, je voulais vraiment faire du bon contenu. T'as aussi quand même une bonne capacité de sabotage avec les meufs, des fois vraiment tu as des avenues et il y a ce centre-ville qui n'a pas envie de faire les choses comme tout le monde et du coup ça t'arrive beaucoup de te saboter. Ouais, c'est vrai. C'est aussi une manière aussi un petit peu de me protéger, tu vois. Je t'avoue que au-delà de conclure, il y a aussi le fait de plaire, de sentir que j'apporte de l'intérêt, que je sois un petit peu énigmatique. C'est vrai que c'est un truc que je le cultive pas à l'extrême, mais c'est quelque chose que je remarque et qui me fait plaisir, peut-être même au-delà du fait de conclure. Parce que maintenant que je t'avoue que j'ai progressé dans ma foi, on va pas se mentir. Et maintenant, je t'avoue que j'ai des espèces de blocages où quand je vois des rapports qui sont voués que à la fornication, mais que je sens qu'il n'y a pas un... Je suis encore un pêcheur, il n'y a pas de problème. Si je peux forniquer à l'occasion, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais que le plus possible, ça soit fait dans un truc qui soit sain, cool, tu vois. J'ai eu l'occasion d'avoir pas mal d'ex et de filles avec qui j'ai pu partager des gros sentiments de feeling, même si c'était que pour une nuit, pour un an ou pour 6 mois, c'était des trucs qui étaient vraiment intenses et cool, parce que ça s'est fait simplement sans forcer.
Et j'aimerais bien que la plupart des relations qu'adviennent, même si que ça débouche ou pas sur un mariage et des enfants, que ça continue dans cette portée. Et des fois, dès que je sens qu'il y a un intérêt envers moi, mais qu'il n'y a pas vraiment de feeling, je t'avoue que je peux avoir tendance à me saborder, tu vois. Ouais, c'est réel. Ok. Je l'assume. Mon centre, j'ai une autre question à te poser. Mhm. Je pense que la plupart des gens qui te regardent se sont posé la même question. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet avant-dernier épisode avec Arnaud sur cette application, quoi, parce que vraiment ça finit en queue de poisson et je pense que tu nous dois des explications. Ouais, et je te remercie de me poser la question, ça va pouvoir me permettre d'expliciter un petit peu ce qui s'est passé. Dans les faits, en fait, il y a eu une incompréhension entre moi et Arnaud sur l'objectif de la vidéo. Lui, le but, c'était qu'on ait une appli sur un téléphone qui soit disponible. Et moi, mon objectif, c'était qu'on soit sur l'App Store et sur Android. Et il y a eu un petit peu un quiproquo à ce niveau-là, ce qui fait que juste après que je fais la vidéo, je fais semblant de recevoir l'appli et que je mets une conclusion que de toute façon, peut-être aller 1 heure après, il m'a envoyé ce qu'on appelle une APK. Ou non, même carrément, c'était un lien Google qui faisait qu'on était sur les plateformes Google Store. Parce que techniquement, il est possible de créer une appli en un jour et de la mettre sur le Google Store, mais c'est quasiment impossible de le faire sur l'Apple Store, où ça serait vraiment un coup de chance, parce qu'en général, il y a des délais qu'on ne maîtrise pas, du coup, qui peuvent être d'une semaine, 2 jours, 1 mois, des trucs qu'on ne maîtrise pas. Et donc, l'appli qu'on a proposée, elle est encore en cours d'étude chez l'Apple Store. Donc je profite de cette vidéo et de ce moment pour présenter mes excuses à mon grand frère Arnaud. Je ne manquerai pas de le faire aussi de vive voix, parce que ça peut peut-être le faire passer pour quelqu'un qui a promis monts et merveilles. C'est ce que je me disais, ouais, c'est ça le fait un peu passer pour un amateur, alors qu'il a fini quand même par t'envoyer. Tu vois, il a quand même fini par me rendre un produit et être cohérent avec la vision de ce qu'il avait compris de mon besoin et de mon objectif. Il y a quand même, je pense, une partie de tort de son côté dans la mécompréhension de ce que je voulais. C'est les aléas de la communication. C'est les aléas de la communication, c'est des trucs, et moi j'ai peut-être pas forcément été très clair dans ce que je voulais communiquer. En tout cas, félicitations à lui pour l'appli qu'il a pu développer, et j'ai bon espoir que ça puisse faire l'objet d'une suite et d'un autre épisode à l'avenir, clairement. Peut-être que si jamais c'est accepté sur les plateformes, le mettre en description sur cette vidéo. Par exemple. Même en APK. Moi, je télécharge des applications en APK. Par exemple, mais je verrai plus un épisode dédié où je review l'appli. Je pense que ça pourrait être intéressant. Clairement. Ok, très bien. J'ai une autre question. Scénario fantasque, hein, mais on va essayer de se projeter. Projetons-nous. Tu gagnes au loto. Ouais. Tu gagnes, je sais pas, 100 millions au loto, à l'euro million. Ouais. Du coup, tu as tout le temps et toutes les ressources inimaginables possibles entre tes mains. Qu'est-ce que tu ferais en création de contenu si tu avais des ressources quasi illimitées et du temps quasi illimité? Quel épisode tu ferais? Est-ce que, je sais pas, tu ferais des trucs où tu sautes en parachute, tu ferais des trucs à la MrBeast, tu ferais des... Qu'est-ce que tu ferais? T'as visé dans le mille en parlant de MrBeast, hein, c'est clairement une inspiration que j'ai découvert après coup. Et clairement, lui, il a des concepts, pour donner un peu de contexte, où il fait des trucs vraiment complètement fous, avec des enjeux à 20 000 $, où il prend des yachts et tout. Moi, par exemple, j'aimerais bien prendre un jet privé pour aller à Cannes, tu vois. Voir ce que ça fait de monter dans un jet privé, le documenter, pouvoir le filmer, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et voilà, tu vois, pouvoir me permettre de poser sereinement un billet pour prendre un jet privé. Et même plus globalement, après, j'aurai d'autres projets, parce que là, on est sur le projet 2. Il y a eu un projet 1 avant. J'ai quand même bon espoir qu'il y ait d'autres projets qui soient dans des domaines qui soient différents. Et j'ai des envies, tu vois. Si vraiment l'argent n'était plus du tout un problème, déjà, je suis rassuré dans le fait que j'aurai à peu près la même vie. Je continuerai à expérimenter, à explorer, à vivre des expériences et à les documenter, à m'acheter des vêtements, tout ça, ça continuerait. Mais il y a des choses que je constate, il y a des manques en termes d'offres et de demandes dans le business et dans le commerce auxquels j'aimerais bien pallier. Ok. Donc alors là, moi je suis juste sur la création de contenu. Si demain matin tu gagnes à l'euro million, t'arrêtes ton taf, machin, on se met dans l'hypothèse. Quel est le contenu que tu crées là? Ça serait peut-être pas forcément direct, parce qu'en vérité, si je touche l'euro million, déjà je pense que je le dirais à personne, vraiment à personne. Donc je pourrais pas me permettre du jour au lendemain de faire des vidéos où je suis en yacht, les gens se poseraient peut-être beaucoup trop de questions. Je pense que j'entamerais un processus assez lent et sur la durée, pour que les gens comprennent que mon niveau de vie augmente d'une façon qui soit crédible à peu près pour les gens. Et je pense que non, je ferai une vidéo, voilà. Je pense qu'il n'y aurait pas de gros achats visibles qui seraient faits dès le début, je pense pas. Ok, très bien. Bah écoute, moi c'est à peu près bon pour moi. Merci mon centre. Merci mon frérot de t'être déplacé. Avec plaisir. Clairement, je pense qu'on va faire la conclusion ici, ça sera peut-être un petit peu plus simple. Écoutez,
C'est le dernier épisode, le 14e épisode. L'ambition c'était de faire une saison 1 qui se déroule du début de l'été jusqu'à la fin de l'été. C'est un objectif qu'on a réussi à mener, qui n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de problématiques, de choses compliquées en backstage, mais on y est quand même arrivé. Une sensation de relâchement qui est incroyable, qui le sera encore plus une fois que cet épisode sera diffusé. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ces vidéos, toutes les personnes, que ce soit de mon taf, mes amis ou l'extérieur, qui m'ont donné de la reconnaissance vis-à-vis de ce projet, qui me donnent du feedback, notamment toi Géraud, je pense à Nico, je pense à Islam, je pense à Ben, je pense à Nizar, je pense à énormément de gens, Baptistin, à plein d'autres que je ne peux pas citer. C'est les premiers qui me viennent en tête. Écoutez, comme d'habitude, la recette est la même. Je vous invite à laisser un like, à vous abonner parce qu'il y aura probablement et très certainement une saison 2 qui arrivera, que je ne peux pas encore annoncer. Encore une fois, de mettre un commentaire avec un point d'interrogation, et j'aimerais bien que vous me disiez, je vais parler un peu plus fort, quel est votre épisode préféré de la saison, pourquoi, et lâchez-vous dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. C'était un plaisir de partager ce moment d'internet avec vous, et je ferai en sorte qu'il y en ait d'autres. On se retrouve bientôt les amis. Et merci à Johan pour la caméra aussi. J'ai oublié de remercier le principal, merci mon frérot, t'es le meilleur.